Hello à toutes, bon début de semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de À table avec Annabelle. Et aujourd'hui, écoutez, on va recevoir Mylène, que vous connaissez, Mylène Kerry, parce que on vit sa vie avec elle. Et puis la dernière fois que vous l'avez vue sur MCI TV, eh bien, elle était enceinte et elle était venue nous raconter comment elle avait vécu tout un parcours d'infertilité qui avait duré quand même plusieurs années, comment Dieu avait opéré un miracle dans sa vie. On s'était réjouis avec elle. Et puis on a dit, nous, on veut continuer de se réjouir avec toi, Mylène. On veut parler de la maternité maintenant avec toi. Donc, bienvenue, Mylène. Salut, Mylène. Tu vois, on change d'émission, on change d'année, on change de tout, mais continue de venir nous raconter ta vie, Mylène. Là, mais c'est vraiment une histoire dans laquelle on t'a plus ou moins suivi dans les grandes lignes, mais qui est une super belle histoire de la fidélité, de la bonté de Dieu. Merci. Et puis, aujourd'hui, t'as ton petit garçon. Ah oui. Bon, il n'est pas venu, il est pas sur le plateau, mais il est pas loin. Il est pas loin. T'as ton petit garçon qui va très bien qui va avoir 7 mois. Et c'est ça. On voulait t'inviter pour parler avec toi de la maternité, savoir comment tu l'avais vécu, parce que la dernière fois qu'on t'avait vu, t'étais enceinte. Je sais plus à combien de... Mais t'étais... J'étais quand même avancée. En fait, à 5 mois. 4-5 mois de grossesse. Un peu plus, non? Possible. Il y a un an, donc... Ouais. L'émission serait finie que j'aurais fait calculer. Donc, en tout cas, tu étais enceinte, ça c'est sûr. Et puis, depuis, il s'est passé quand même pas mal de choses. Oui. Donc, moi, j'ai pas mal de questions pour toi. Je veux savoir comment ça s'est passé. Et comme j'avais dit, c'était peut-être un petit peu exagéré, mais c'était quasiment le bébé de la francophonie. Parce que quand tu as annoncé que tu étais enceinte, tu disais que tu as reçu énormément de messages, énormément de retours de gens qui étaient très, très contents pour toi et Antoine. Une grosse vague d'amour qu'on a reçue, qui nous a fait chaud au cœur, qu'on a mis des jours et des semaines à processer. À ce point-là. Oui, franchement, les gens étaient tellement heureux pour nous. Tout le monde nous disait, on a l'impression qu'on le vit pour soi. Oui, c'est exactement ça. C'était vraiment touchant de voir la joie des gens, puis le bonheur. Parce que la joie demeurait après, à son arrivée aussi, j'imagine, il y a eu pas mal d'effervescence dans votre entourage. Oui, c'est sûr. À ce jour, 7 mois plus tard, je peux pas te dire que j'ai réussi à m'asseoir une réunion complète à l'église. Ça! Parce que quand j'arrive, surtout sur nos différents sites et tout, j'arrive, puis on veut voir le bébé, on veut voir le bébé. Ah ouais! Je comprends. Il est tellement mignon. En plus, il sourit et tout. Il fait tellement plus. Moi, je trouve que c'est le plus beau, mais après, je manque d'objectivité. Pour toutes les autres mamans, je peux pas me le permettre, mais il est quand même très, très beau. Il fait des petits regards en plus. Donc, on revient un petit peu sur la grossesse. Comment tu étais magnifique enceinte quand on t'a vu la dernière fois. Et puis... tu es toujours magnifique. Oui, tu es toujours magnifique d'ailleurs. Et exactement, Laure. Et comment ça s'est passé en fait, la grossesse? Est-ce que tu as eu une grossesse comme tu rêvais d'en avoir une? Non. Non. OK. Mais je peux dire que ma grossesse a eu, disons, 2 parties. Il y a eu au début. Ça se passait très bien. Malgré les nausées et tout ça, j'ai pas eu de symptômes vraiment horribles. J'ai pas eu d'envie bizarre non plus. Je sais pas, toi, quand tu as eu tes enfants, si tu avais des envies bizarres particulières. Moi, c'était tout ce qui était acide, non? Ah oui. Non, mais pas bizarre, mais j'avais des envies. Moi, tu me donnais un sorbet au citron, puis franchement, je pense que c'était la meilleure chose que je pouvais manger. Là. Mais, fait que, tu sais, les premiers mois, les 3-4 premiers mois ont été quand même faciles, si je peux dire comme ça, à part la fatigue qui est super présente au début. Mais 2 ans avant que je tombe enceinte, j'avais été diagnostiquée avec des fibromes. Je sais qu'une femme sur 3 a des fibromes, mais pour la plupart des femmes, ça ne change pas nécessairement quelque chose pendant la grossesse. Ça dépend où les fibromes sont situés, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'utérus. Moi, par chance, il était à l'extérieur, donc c'était pas supposé avoir un effet néfaste sur le bébé. Par contre,
ma gynécologue m'avait dit, c'est possible que tu aies une grossesse très douloureuse. Elle dit, on va te souhaiter que non, mais elle dit, c'est possible. Elle dit, dépendamment comment les fibromes vont réagir. Puis, ça a été une grossesse extrêmement douloureuse. J'ai été hospitalisée 3 fois. Ah, c'est fou, ça. Oui. Mais rapidement, parce que des fibromes, c'est vrai, c'est pas forcément commun, mais qu'est-ce que ça fait finalement? C'est une masse, c'est bénin. C'est pas... en tout cas, pour moi, c'était bénin. Puis, mais ça se nourrit d'hormones. D'accord. Donc, les hormones de grossesse étant très élevées pendant la grossesse, moi, ils se sont nourris à ce qu'il y en a un qui est devenu à 24 cm. OK. Donc, la taille d'un ballon de football américain. Et du coup, t'avais vraiment des douleurs pendant... Des douleurs, oui, des douleurs qui me faisaient vomir. Des douleurs qui, comme justement, qui m'ont amenée à être hospitalisée. La première fois, je ne savais pas c'était quoi. Donc, je me disais, est-ce que je suis en train de vivre une fausse couche? Qu'est-ce qui est en train de se passer avec le bébé? Puis finalement, pour découvrir que c'était mes fibromes, en fait, je savais que j'en avais 2, puis il y en a un 3e qui a apparu pendant la grossesse, justement à cause des hormones. Puis, ils m'ont mis sous morphine, sous médication forte. Il n'y avait absolument rien qui faisait effet. OK. Puis, à 31 semaines de grossesse... Quand même vers la fin. Ouais, à 31 semaines de grossesse, je me souviens, c'est un soir, puis j'ai dit, Antoine, je me sens vraiment pas bien, je pense qu'il faut aller à l'hôpital. J'ai dit, mais je vais essayer de voir si je peux passer la nuit. J'ai dit, je vais essayer de dormir. Puis à partir de 5 mois de grossesse, je dormais assise, justement parce que j'avais plus de position. Oui. Je pouvais pas me coucher ni d'un côté ni de l'autre, puis c'est pas sur le ventre non plus, évidemment, mais à cause de la douleur de mes fibromes. Et donc, la seule manière que j'arrivais à dormir un petit peu, c'était assise. Puis, à 31 semaines, c'est ça, ce fameux soir, je me souviens, puis je disais, OK, je vais essayer de dormir. Et je me suis réveillée en hurlant. En hurlant, j'ai dit, Antoine, je pense que mon travail est commencé. Fait qu'à 31 semaines, je vais m'en rappeler toute ma vie. On court à l'hôpital, puis pauvre Antoine, il est dans la voiture, puis il me dit, attention, il y a une bosse. Attention, on arrive bientôt. Attention, je dois faire un arrêt. Je prends sur moi, je respire. Je vais écouter. Arrêtez-toi. Tu sais, quand t'as mal. Mais il voulait tellement bien faire. Bon, je lui ai avoué, il est au courant. Donc, s'il écoute l'émission, je lui ai avoué quelques jours plus tard. Mais on arrive à l'hôpital, puis justement, ils me mettent sous moniteur. Puis je suis en Et c'est vraiment ton travail qui avait commencé? Mon travail avait commencé. J'étais en contraction 5 minutes, contraction aiguë. Donc là, je suis désolée, mais je suis malade, je vomis, j'ai mes contractions qui sont intenses. Puis, à l'hôpital qui était près de la maison, en plus, ce soir-là, il y avait un détour. Normalement, l'hôpital était à 7 minutes de la maison. Les routes étaient barrées, il y avait un détour. Bref, tout pour améliorer la situation. Aujourd'hui, on en rit, on trouve ça très drôle. Mais on arrive à l'hôpital, puis ils nous disent, mais nous, on n'est pas équipés pour accoucher si prématurément. Donc, nous, on peut t'accoucher si tu étais à 35 semaines, mais à 31 semaines, il y a encore plus de risques. Donc, on va devoir te transférer. Donc, c'était soit j'allais à Sainte-Justine à Montréal ou à l'hôpital Sherbrooke. Puis, il n'y avait plus de place à Sainte-Justine. Donc, ils me mettent dans une ambulance avec 2 infirmières qui ont été extraordinaires. Antoine ne pouvait pas m'accompagner. Il me suivait en voiture derrière. Puis, on avait 1 heure de route à faire. 1 heure? Ouais, on avait 1 heure de route à faire. Et j'étais couchée... bien strappée, si je peux utiliser l'anglicisme, bien attachée. Puis les infirmières qui me faisaient des points de pression pour essayer de faire endurer mes contractions. Mais ça a été le pire moment de ma vie, douleur physique, là. Ça a été le pire moment. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais aussi peur pour le bébé? Juste avant de quitter, il m'avait dit qu'il n'y avait pas de danger pour le bébé. C'est sûr que il y a des risques au niveau de... Parce que ses poumons ne sont pas complètement développés. Tu sais, c'est sûr que plus les semaines avancent avant ton accouchement, ils appellent ça du fine-tuning à l'hôpital pour dire plus le bébé reste en place, plus toutes les petites choses se développent. Puis 31 semaines, c'est viable, mais il y a encore beaucoup de risques. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont injecté, je ne pourrais pas dire le nom du médicament, mais pour déclencher ses poumons.
OK. Donc, pour dire à ses poumons, OK, maintenant, il est temps que tu apprennes à respirer. Puis, fait que ça, ils m'ont fait ça. Puis, je peux dire qu'à partir de ce moment-là, je me souviens, j'ai regardé Antoine. Puis là, j'ai eu comme vraiment une crainte. Je me dis, OK, qu'est-ce qui va arriver si mon bébé sort aujourd'hui? Parce qu'ils m'ont dit, il y a des gros risques que tu accouches aujourd'hui. Donc, on ne veut pas prendre de risques, on te transfère. Donc, on arrive à l'hôpital, tout ça. Finalement, je fais une histoire courte, mais on a réussi à calmer mon travail. Ça a pris 4 jours. Mais on a réussi... 4 jours pour calmer ton travail. Ça a pris 4 jours. C'est comme si tu avais accouché 2 fois. T'avais des douleurs pendant 4 jours, du coup? Oui. On pouvait rien te donner, rien. Ben, non, parce que rendu là, la morphine ne me faisait rien. La morphine empirait mes vomissements. Puis je me dis, ben, si ça me fait rien, ben, je préfère ne pas en prendre. Donc, c'était du Tylenol qu'on me donnait, mais c'était pas... J'imagine. Et puis c'était 4 jours, mais du coup, c'était pas 4 jours hyper drôles. Non, j'ai pas été en contraction pendant 4 jours ou 5 minutes, mais plus les jours avançaient, plus ça diminuait. Donc moi, j'étais juste... Il me disait, chaque jour est une victoire. Donc, même si on réussit à garder le bébé à l'intérieur 2 jours de plus, ben, c'est 2 jours de plus. Ouais. Fait que, mais finalement, j'ai réussi à me rendre à 38 semaines. Wow! Félicitations, j'ai envie de dire. Moi, j'en pouvais plus. Mais t'es restée à l'hôpital ou t'as pu rentrer chez toi, finalement? J'ai été hospitalisée 1 semaine. Ça a été ma dernière hospitalisation. Puis j'ai été hospitalisée 1 semaine. Mais une fois que tout était stabilisé, puis aussi, ils ont... je suis tombée sur une spécialiste que j'ai vraiment... Ben, pour moi, je sais que Dieu l'avait mis là pour moi à ce moment-là. Puis, elle a réussi à très, très bien me conseiller sur ce que je dois prendre, ce que je dois pas prendre et tout ça. Et la douleur a vraiment diminué. Puis, j'ai réussi... Après, il a fallu que je reste alitée, puis que les 7 dernières semaines ont été plus compliquées, si je peux dire, mais avec beaucoup, beaucoup moins de douleur, même si j'avais des contractions aux heures, à peu près. Pendant les 7 dernières semaines de mon J'ai l'impression que t'as accouché du coup pendant 2 mois. C'est clair. Mon travail a duré 2 mois. Waouh! Donc là, ouais, t'as vécu une grossesse super intense quand même. Très, très intense, mais après, ça l'a donné tellement un bon résultat que tu dis, bon, s'il fallait que je le retraverse, je le ferais. Mais est-ce que pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a des moments où t'as pu être un peu déçue, te dire, ah, c'est pas comme ça que je voyais ma grossesse et tout, parce que j'imagine peut-être que tu l'as pas fait, je sais pas, tu vas nous le dire, mais est-ce que pendant toutes ces années où tu voulais avoir un bébé, est-ce que tu imaginais ta grossesse et puis est-ce que quelque part tu l'avais idéalisé aussi? Oui, puis je pense encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu vois les shootings photos, tu vois les mamans qui font différentes sorties, différents voyages. Mon mari et moi, on avait prévu de se faire un dernier baby moon, de partir dans le sud, mais je suis allée en France en début juillet pour un festival avec NV Worship. Et j'ai fait 2 gros malaises dans l'avion sur 2 vols. Donc, on s'est dit non, c'est pas possible, là, je peux pas reprendre l'avion. Fait que oui, c'est sûr que j'avais idéalisé. Ça s'est pas du tout passé comme je l'avais prévu. Mais pour moi, j'ai focusé sur... Je dois tout faire pour que mon bébé soit en santé, pour essayer de le garder à l'intérieur le plus longtemps possible. Fait qu'on dirait que le reste est devenu secondaire. Ouais. C'est après... Tu regardes, tu dis, j'aurais aimé vivre ça, j'aurais aimé prendre tel genre de photo, j'aurais aimé faire ci, faire ça. Mais tu dis, OK, mon bébé est en santé. Puis quelque part, est-ce que ça aide aussi de se dire que tu sais que ça peut pas dépasser 9 mois? Non, mais comme les éléphants. Pas qu'ils prennent du temps pour sortir. Mais pour une grossesse, quelque part, c'est sûr, c'est dur, mais tu peux aussi te dire, bon, j'essaie d'être dans le positif, bon, je sais que ça dépassera pas ce temps-là, donc j'ai un temps peut-être à endurer, mais il va avoir une fin qui est quand même que tu connais, d'une certaine façon. Puis, j'ai pas pu accoucher naturellement. J'ai eu une césarienne parce qu'à cause de mes fibromes, le bébé avait pas de place. Mais ça, tu savais que tu allais avoir une césarienne? Non. Non. Je l'ai su quelques semaines avant parce qu'on espérait toujours que le bébé allait pouvoir se retourner. Okay. Mais c'était vraiment impossible, pauvre chou. Il était vraiment écrasé. Est-ce que ça, c'était aussi une déception pour toi sur le coup quand tu as su que tu allais avoir une césarienne? Non, parce qu'après toute la douleur que j'avais vécue, je me disais, je vais pouvoir souffler un peu. J'aurais pas je revivrais pas ma grosse séance de contraction. Puis
j'avais comme une certitude aussi de quand j'allais accoucher. Ah, OK, ouais. Fait que ça a été comme Tu savais qu'il y avait une date de fin. Quand on a décidé, je pense que c'était comme 3 semaines avant, on s'est dit, OK, ben officiellement, ça va être une césarienne. Puis, on a cédulé la date, le 13 octobre. Il y a eu un soulagement. Ah, Oui, il y a eu un soulagement que je me suis dit, OK, le jour s'en vient. Puis, je vais pas avoir à revivre toutes ces... J'avais vécu ma dose de contraction, de douleur. Fait que j'étais contente de... Et Antoine, il vivait ça comment, lui? Ben, il se sentait tellement impuissant. Il essayait de tout faire pour moi. Il attachait mes souliers. Il a attaché mes souliers. Même l'autre fois, j'ai dit, je m'ennuie, t'attaches plus mes souliers. Il dit, mais je peux te le faire si tu veux. Mais c'est sûr qu'il se sentait vraiment impuissant. Puis lui, ben, l'été, c'est sa plus grosse saison en tant que musicien aussi. Donc, ça a été des défis de part et d'autre. Mais j'ai eu ma famille. Est-ce que tu penses que tu l'aurais vécu peut-être de façon avec plus de frustration, de déception, si tu vois, ça avait été ta première ta grossesse, genre j'ai envie d'avoir un bébé, 2 mois plus tard tu tombes enceinte et puis tu vis une grossesse avec autant de difficultés. Est-ce que tu penses que ça aurait été t'aurais eu plus de frustration? Je pense pas. Je pense qu'il faut... Ben, c'est sûr que les femmes, on est tellement portées à se comparer dans comment on vit les choses, comment les autres vivent versus nous et tout. Mais je me dis, c'est mon cheminement, c'est ma... Faut, en quelque part, ça s'est passé comme ça, je peux rien changer. Il faut juste que je l'accepte, il faut que j'arrive à l'accepter. Puis je pense que quand tu arrives à accepter ta situation, ben, tu arrives à trouver une joie aussi au travers de tout ça. Puis, tu arrives à arrêter de te comparer aussi de comment les autres le vivent. Tu regardes les photos des autres. C'est même pas vrai. Mais ma mère, ma soeur ont vécu des super grossesses. Là. Ma soeur, elle a eu 4 enfants, elle n'a jamais eu de problème. Jamais eu de problème pour tomber enceinte, jamais eu de problème pendant ses grossesses, ni ses accouchements, tout ça. Fait que pourquoi je l'ai vécu comme ça? Écoute, je vais le poser à Dieu un jour, mais Du coup, mais quand l'enfant il arrive, c'est quoi ton... Raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance? On a vécu un petit moment cocasse le matin. On avait rendez-vous à l'hôpital à 6h30 le matin. Fait qu'on était tous excités. C'est fou quand même parce que tu dis, OK, je sais la journée, l'heure. C'est pas comme tu dis, OK, mais ça peut arriver dans les prochaines semaines, mon travail va se déclencher. Fait qu'on était fébriles. Puis, on arrive à l'hôpital, on se parlait pas, je me souviens. Je pense que les deux, on vivait nos émotions chacun pour soi. Puis, mais j'arrive à l'hôpital, puis ils me disent, avant de t'amener en salle d'op, on va juste aller faire une dernière échographie pour voir si le bébé est toujours en siège. Fait que pendant l'échographie, elle me dit, OK, parfait, le bébé est toujours en siège, donc on va de l'avant avec la césarienne. Puis moi, je dis, qu'est-ce qui serait arrivé si le bébé s'était déplacé? Elle dit, mais on t'aurait renvoyé chez toi. OK. Fait que là, j'ai regardé mon mari, j'ai dit, tu m'attaches au lit. J'ai dit, moi, j'accouche aujourd'hui. Peu importe. J'ai dit, c'est aujourd'hui. Fait qu'on en a ri avec ma gynécologue après, quand je lui ai raconté ça après. Mais, fait que j'arrive en salle d'opération, puis tout se passe tellement, tellement rapidement. Ça a été... je peux faire peur à des mamans qui vont peut-être accoucher prochainement, mais malheureusement, j'étais pas gelée la première fois qu'ils m'ont coupée. Une césarienne, c'est hyper violent quand même. Ça veut dire, mais... OK. Ça veut dire qu'on t'ouvre. Donc, t'as réagi? Qu'est-ce qui t'a dit? Je suis pas gelée. J'ai hurlé. Ils ont pas mis de... Ça n'a pas marché. Je pense qu'ils l'ont fait, mais que ça n'a pas fonctionné. J'ai hurlé. Puis Antoine n'était pas encore rentré dans la salle d'opération. Ils attendent que tout soit installé puis qu'ils sont prêts à sortir le bébé. Ça se fait en l'espace de 15 minutes. T'sais, tout va vraiment, vraiment rapidement. Puis le personnel ont été incroyables, l'hôpital où j'ai accouché. Oui. Puis fait quand ils ont fait rentrer Antoine au moment où moi, je criais. Finalement, ils ont remédié à la situation, tout ça. Là, j'étais plus que gelée. Pas gelée dans les vapes, là, mais physiquement. Puis,
juste quand j'ai entendu le pleur du bébé, là, j'ai fondu en larmes. C'est comme si tout le reste avait disparu. Là, tout t'avais oublié tes 2 mois de contraction. Ta césarienne à vivre. C'est terrible. Puis quand ils ont mis le bébé sur moi, mais ils réagissaient pas trop. Fait qu'ils l'ont vite pris, puis j'ai commencé à entendre des va-et-vient, tout ça. Puis moi, ils m'ont dit, s'il arrive quoi que ce soit, tu te sens pas bien, il faut que tu nous le dises. Puis j'entendais des alarmes sonner d'un côté. Puis eux, ils essayaient de me rassurer. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe avec mon bébé? Non, madame, on focus sur vous, tout ça. Fait que tout d'un coup, ils ont pris Antoine, ils sont partis. Okay. Ils ont dit, on a besoin de ton mari, on part avec le bébé. Je savais pas qu'est-ce qui se passait. Puis moi, Antoine, il me shakeait, il voulait me parler, puis je réagissais plus. Fait qu'il y a eu comme un petit moment stressant. Ouais, franchement, jusqu'à temps que j'arrive à la chambre après, puis bon, le bébé, ils ont dû le mettre sous respirateur. On a su qu'ils ont dû le réanimer. OK. À ce moment-là, mais c'est sûr qu'ils ne savaient pas le dire. Puis, il a été en très bonne... Mais je ne l'ai pas eu les premières 24 heures de vie. Donc ça, encore là, tu sais, il n'y a rien qui s'est passé comme je l'imaginais. À un moment donné, il faut que tu lâches prise parce que tu te dis, rendu là, je ne peux plus rien contrôler. L'important, il est en vie, il va bien. On me rassurait, ses signes vitaux sont bien, tout ça. On le garde, on le garde sous surveillance juste pour s'assurer son taux de saturation puis que tout revienne à la normale. Puis quand j'ai été assez forte, moi, c'était impossible parce qu'il ne pouvait pas me l'amener. Mais moi, j'ai dit, c'est impossible que je voie mon bébé dans 24 heures. Fait que j'ai dit, dès que vous me dites que je suis assez forte pour essayer de me lever, j'ai dit, vous m'amenez, moi, je vais voir mon bébé. Il était avec Antoine? Antoine pouvait se promener entre la pouponnière et la chambre, donc ça, il n'y avait pas de problème. Puis, fait quand ils m'ont amené, ils me l'ont mis dans les bras. Et c'est sûr qu'il était tout intubé, tout ça. Mais je vais toujours me souvenir quand je lui ai parlé. Puis il m'a regardé. Tu sais, ça m'émeut. Je me dis, il connaît ma voix. Ouais, il connaît ma voix. En fait, il l'a entendu pendant 9 mois, puis là, il me reconnaît. Puis tout ça, ça l'a effacé. Encore une fois, t'as tout oublié à ce moment-là. Oui. Wow. Donc... Est-ce qu'après, il s'est encore passé autre chose ou pas? Parce que on a 24 heures, là, tu récupères ton bébé, tu peux le prendre, vous connecter. 48 heures après, on est à la maison. Ah oui, après ça c'est... Oui. Et puis là, comment ça s'est passé? C'est les premiers jours quand tu rentres chez toi? On était sur de petits nuages. Oui, franchement. Une semaine après, j'étais dans un mariage du meilleur ami, Antoine, un ami proche de nous. Donc, non, franchement, on a... Encore jusqu'à aujourd'hui, ben, vous l'avez vu tantôt, mais on a tellement un bon bébé. Un bébé qui sourit tout le temps, il pleure jamais. J'ai jamais eu une nuit... Pardon, j'ai des allergies. J'ai jamais eu une nuit où j'ai passé du temps à le bercer parce qu'il pleurait. Jamais. Il pleure parce qu'il a faim ou parce qu'il est fatigué, mais c'est un bon bébé, puis Dieu savait. Au niveau du mode d'emploi, c'est comme... mode d'emploi. Comment t'as fait pour avoir un bébé qui pleure pas trop? Comment tu te sentais les premiers instants à la maison quand t'es sortie de l'hôpital? Est-ce que tu as eu des bons réflexes tout de suite? Comment tu vivais ce moment-là? En fait, j'ai l'impression que je suis née pour être maman. C'est vraiment... J'ai déjà dit à mon mari, je dis, s'il y a bien une chose dont je suis certaine dans la vie, c'est mon rôle de maman. Puis, mais par contre, ça ne m'a pas empêché de vivre plein d'émotions, surtout au début. On a quitté l'hôpital, puis on a tellement d'infirmières qui ont été à nos soins, qui ont pris soin de nous. Puis quand on est arrivé dans l'auto, les deux... Tout seul? Les deux, on se parlait pas, mais les deux, les larmes coulaient. J'ai dit, on n'est que nous maintenant. c'est nous. Puis le sentiment que tu arrives avec ton bébé à la maison, puis tu dis, OK, on n'est plus jamais deux, on est 3. T'es excitée. Avec ton chien. Oui, avec mon chien. T'es excitée, t'as peur, t'es soulagée. Tu sais, c'est tellement un mix d'émotions, plus tes hormones qui sont dans le tapis. Moi, je me suis sentie folle pendant 2 semaines. Après, peut-être qu'il y a des femmes qui vont pouvoir s'associer à ce que je dis, mais des fois, je pleurais.
Puis tout d'un coup, je me mettais à rire. Puis je me remettais à pleurer. Puis après, je me remettais à rire. Puis Antoine était comme, ça va, Mylène? Je disais, oui. Puis là, je me mettais à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Puis là, je me mettais à rire. Je te dis, j'avais l'impression de vivre une expérience hors de mon corps. Et 2 semaines, jour pour jour, ça a été fini. Ah ouais, après C'est t'es parti. revenu. Ouais, c'est comme si ma drop d'hormones s'est comme rééquilibrée. Puis, je dis pas qu'il n'y a pas eu d'autres moments émotifs, là, mais... Mais t'as pas vécu un postpartum un peu Non. dur, voilà. Non. C'est juste les 2 semaines, le temps que ça rebalance au niveau On est, hormonal, mais on après... est heureuse pour toi. après toutes ces péripéties. Mais tu sais, ce qui nous montre, encore une fois, que bien qu'on n'est pas en train de dire il faut s'attendre à vivre ces choses-là, mais comme tu dis, quand des choses arrivent comme ça, c'est le lâcher prise et puis trouver sa joie dans le Seigneur et puis se rappeler c'est quoi ce qui est vraiment important. Est-ce que c'est mon shooting photo? Est-ce que ça? Mais quelquefois, ça peut vraiment prendre toute la place dans nos pensées. Puis du coup, on est hyper déçus puis on le transporte après. Mais tout ça pour dire que c'est ça. On a tous eu des grossesses ou on aura des grossesses différentes et des parcours différents. Et de pas se comparer, comme tu l'as dit, parce que ça, je pense que ça peut créer beaucoup d'attentes et de déceptions. Et puis de se dire, le principal, c'est d'avoir mon bébé. Et puis, tu as une des choses, je me souviens que tu m'avais dit quand c'était vu après que tu as accouché, j'avais jamais entendu quelqu'un me dire ça, Mylène. Attends, tu me fais peur. Je me souviens plus de ce que je t'ai dit. C'est bien. Tu étais encore dans tes hormones, peut-être. Non. Comme tu avais dit que tu avais hâte la nuit de te lever pour aller le voir parce qu'il t'avait manqué. Et je t'ai dit, j'ai jamais entendu personne dire ça. Bien que tu vois, je veux dire, celles qui ne l'ont pas vécu, ça veut pas dire qu'on était des mauvaises mères. Mais je me souviens, tu m'avais dit, ah non, parce qu'il me manque. Waouh, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Après, je dis pas qu'il n'y a pas eu des moments au courant des mois que je me suis pas impatientée parce que la dose de fatigue était tellement énorme, toute l'accumulation. Mais non, même encore aujourd'hui, quand il fait sa sieste, je sais pas à qui je le disais tantôt, mais je disais, quand je vais le chercher, je disais, j'avais hâte de te voir, tu m'as manqué. En fait, j'ai réalisé que lui a besoin de moi, c'est sûr, mais moi, j'ai besoin de lui. On dirait que c'est quelque chose que j'ai appris, ça, que je m'y attendais pas. Mais tout de suite, quand je l'ai eu dans mes bras, je me souviens, quand on est rentré à la maison, j'ai dit, Antoine, il n'y a plus rien qui compte. Vraiment, tes priorités changent. Ce que tu pensais important, ça n'a plus d'importance. Mais j'ai dit, c'est lui maintenant. Tout ce que je suis, tout ce que je fais, c'est pour lui. Tu sais, je vais essayer d'être la meilleure mère possible. J'ai fait des erreurs, je vais continuer d'en faire, mais je veux être la meilleure mère possible pour lui. C'est mon miracle. Puis c'est pour ça que puis je me souviens, c'est une femme qui m'avait dit ça, qu'elle avait fait 4 fausses couches. Puis, quand elle avait réussi à tomber enceinte, à avoir son bébé, elle dit, profite de chaque instant, même la nuit quand tu es fatiguée. Puis c'est resté avec moi. Elle dit, t'en as rêvé toute ta vie de pouvoir le bercer, de pouvoir l'allaiter. Fait qu'elle dit, profite de ces moments-là, même quand tu es fatiguée. Puis ça, c'est resté avec moi. C'est un bon conseil. Ouais. Et quand je le prenais, les premiers allaitements qui semblent interminables des fois, mais j'étais juste là, je lui parlais. Je pense que j'ai inventé 1000 chansons à cet enfant. Des chansons qui font pas de sens, des drôles, des sentimentales, peu importe. Mais, tous les moments que j'ai avec lui pour connecter, je le vis à 1000%. Ça, je peux dire là, que je vis ma maternité à 1000%. Je veux dire, c'est tellement inspirant de la façon dont tu racontes ça, que ce soit la grossesse, que ce soit ton temps avec ton fils. Tu sais, on voit vraiment que tu te focalises sur l'essentiel au final. Et c'est vrai que la vie, de toute façon, il y a les hauts, les bas, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Je veux dire, voilà, on peut vivre toutes sortes de choses et d'émotions, mais et on peut vite se perdre, en fait, sur l'essentiel. Et quand je t'entends parler avec tellement de paix, tu vois, comme tu dis, évidemment, ça n'a pas toujours été comme, voilà, des fois, tu étais fatiguée, des fois. Oh oui. Mais tu restes focalisé sur l'essentiel, de profiter de chaque instant, de le lâcher prise, tout ça. Puis c'est beau, quoi. Et d'apprendre des fois, juste est-ce que ça vaut vraiment la peine oui, c'est vrai, je suis peut-être fatiguée la nuit, oui, peut-être, mais mon enfant est là, tu vois, mon enfant est avec. Enfin, voilà, je peux profiter jour après jour. Et ça, c'est vraiment bon. Surtout que tu avais quand même pas mal d'occupations.
Et c'est ça, tu étais une femme super occupée avant. T'attendais pas juste dans ta maison d'avoir un bébé. Non, mais ça change vraiment toute la vie. Et puis à ce moment-là, toi, tu as décidé aussi de te mettre à part pour t'occuper de ton bébé. Et est-ce que c'est des moments comment est-ce que tu as vécu ces moments? Parce que certaines le vivent un peu comme une privation de liberté, avoir l'impression que tu passes à côté, que tu es à côté des opportunités, que tout le monde avance, mais que toi, tu es coincée à la maison avec ton bébé. Et toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Je peux dire que j'avais un peu cette pensée au début quand je tombe enceinte. Je me dis, est-ce que je vais avoir à faire le deuil de ma vie actuelle, de mes occupations, tout ça? Puis plus je trouve Dieu a tellement bien fait les choses que ça dure 9 mois. Donc, tu as 9 mois pour processer et accepter aussi. Puis quand tu arrives à 9 mois, on dirait que tu es prête. En tout cas, pour moi, c'est ce qui est arrivé. Mais là, j'étais prête à juste relâcher. Puis à dire, OK, c'est une saison, je vais rentrer. Est-ce que des fois, j'ai pas eu des pensées de dire, moi aussi, j'aimerais ça ou j'aimerais ça être en train de faire ça? Oui, mais c'était jamais de l'envie ou du regret. C'est juste, c'est pas normal pour moi d'être autant chez moi puis juste de profiter de ma famille, de ma maison. Mais et en tant que leader, parce que tu es leader quand même à Nouvelle Vie, tu as réussi à couper. Complètement. Des fois, tu aurais peut-être aimé. Complètement. Bravo, Mylène. Je reste en contact avec tout mon monde là-bas, là, c'est pas ça. Mais je parle au niveau de travail, oui. Complètement. J'ai complètement Tu savais que tu allais réussir ou tu te demandais comment tu allais gérer? Oui, je me demandais... Oui, c'est sûr que des fois, ça me manque. Mais après, je me dis, je le revivrai peut-être plus jamais. OK, ces instants-là. Oui. Cette année-là que j'ai en ce moment, parce que j'ai vraiment pris une année de congé de maternité. Puis on a la chance au Québec aussi de pouvoir le faire. Mais je me dis, c'est peut-être des moments que je pourrai plus jamais revivre. Et même... si Dieu le veut, si on a un deuxième bébé, je ne revivrai jamais ce moment-là toute seule avec mon enfant. Donc, je me dis, non, je profite à fond. On a même déjà fait 2 voyages avec lui. Tu sais, tout ce qu'on peut vivre, c'est beau. On le vit. Et Antoine, comment ça s'est passé pour lui? Je lui ai dit, j'ai l'impression que tu as toujours été papa. Parce qu'avant, il ne voulait jamais prendre un bébé dans ses bras. Ah ouais? Ouais, même pendant que j'étais enceinte, il me disait, oh non, quand ça va être le mien, ça va être différent, tout ça. Mais j'ai dit, mais tu pourrais te pratiquer. Fait que... mais quand ma vue est arrivée, je me souviens, la première nuit, je ne l'ai pas eu dans la chambre avec moi. Mais la deuxième nuit, oui. Puis moi, bon, je ne pouvais pas me lever et tout ça, forcé. Puis ça a été comme instinctif. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il se dit, ben, je compte sur toi pour m'en apprendre, mais il est très présent, très là, quand j'ai besoin de lui. Je dis, on fait la meilleure des équipes. Après, je pourrais pas faire ça avec personne d'autre. Ça tombe bien. Oui. Je dis, on fait vraiment Dieu savait pourquoi il nous mettait ensemble dans, tu sais, aspect ministériel, tout ça, oui, mais aussi en tant que couple pour fonder une famille. Puis c'est quelqu'un sur qui... J'ai dit, t'es mon rock. Il était là dans les pires moments de ma vie comme dans les meilleurs moments de ma vie. En amitié et après, là, en amour. Puis là, de vivre cette saison-là ensemble, c'est... Des fois, on le regarde, ma vie, puis on est comme... Est-ce qu'il est vraiment à nous? Est-ce qu'on va venir nous l'enlever? Est-ce que... C'est notre bébé, on a fait ça. La fierté des nouveaux parents. En tout cas, c'est vraiment super. Comme je partageais avec Mylène puis avec vous un petit peu aussi rapidement, les filles, c'est que je trouve que en ce moment, il y a beaucoup de témoignages aussi par rapport à la difficulté d'être maman, quelquefois la difficulté de l'attachement et tout ça. Et puis, moi, je trouve ça très bien qu'il y ait aussi une libération au niveau de la parole, qu'on puisse lever des tabous. Puis certaines mamans ont besoin d'aide et de soutien parce que ça se passe pas forcément comme elles avaient prévu. Puis on l'avait entendu avec Rachel qui avait fait un témoignage sur la dépression postpartum, qui avait attendu aussi après de longues années son bébé. Puis finalement, le lien était pas là. Et puis, gloire à Dieu parce que tout a été restauré dans leur vie. Mais bon, voilà, on entend toutes sortes de témoignages en ce moment. Mais je me disais, du coup, on entend
moins de témoignages positifs sur la maternité. Et j'aime mon bébé, j'ai connecté avec mon bébé, je suis faite pour être une maman, j'aime être maman et j'apprécie mon temps de congé maternité. Et je crois que c'est important de l'entendre aussi, parce que quelquefois, en tant que femme, on peut même se sentir coupable de se dire, attends, est-ce que dans le siècle dans lequel on vit, est-ce que je suis pas un petit peu arriérée ou trop traditionnelle, d'apprécier ce temps et d'apprécier mon statut de maman. Pour aller dans ton sens aussi, c'est que, tu vois, quand on voit l'histoire de Mylène, il y a quand même eu des hauts et des bas. Oui. Et tu vas avoir que peut-être tout le monde n'a même pas eu ça, mais à cause de la pensée courante, on accepte certaines choses. C'est aussi de refuser ça. Et moi, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. C'est que malgré une autre personne aurait vécu ton histoire, et ça aurait été la montagne, vraiment l'insurmontable. Mais comme Laure disait, tu as choisi de voir d'une certaine manière. Et c'est important de faire ce choix-là et de dire, même si les choses ne fonctionnent pas comme moi je l'ai toujours rêvé, comme j'ai pensé, je ne veux pas juste aller dans la pensée commune que si toutes les femmes de la Terre disent que la maternité, c'est pas ci, c'est pas ça, je suis pas obligée de le dire parce que je peux choisir de vivre les choses différemment. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime dans le témoignage, c'est que les choses inattendues, je vais dire ça comme ça, n'annule pas la beauté de la maternité, n'annule pas la beauté de l'enfant, les temps avec lui. Et ça, sincèrement, je trouve ça génial. Et n'annule pas non plus le miracle, parce que c'est un bébé miracle. Et quelquefois, on perd de vue le miracle de Dieu, parce que ce qui entoure le miracle est un peu moins miraculeux, selon nous. Mais n'empêche que c'est un bébé miracle. Et j'imagine, parce que moi, quand je le fais, je regarde un petit peu ton parcours avec ce que tu nous as partagé, là où t'en es aujourd'hui avec ton bébé, de te voir avec ton bébé trop mignon et tout ça, on voit la bonté, la fidélité de Dieu dans ta vie. Absolument. Puis je trouve que devenir maman, ça m'apprend aussi une facette supplémentaire de qui est Dieu, puis d'à quel point il veille sur nous. Puis ça m'a frappée le jour où j'ai mis pour la première fois mon fils dans sa chambre, que je l'avais plus en cododo avec moi dans notre chambre, puis que j'ai sorti mon visiophone. Puis c'est vraiment... Ça m'a frappée. Je le regardais dormir, puis je me dis, en fait, c'est comme ça que Dieu est avec nous. Dieu veille sur nous. Puis je dis, moi, je veille sur mon enfant, je veille à ses besoins. Dès qu'il pleure, je suis là, je réponds. Il fait le moindre bruit, je me réveille. Bon, aujourd'hui, un petit peu moins, parce que là, je suis rentrée habituée. Mais je me dis, c'est la même chose avec Dieu. On dirait que c'est l'image que j'avais. Je me dis, Dieu, il a peut-être ses visiophones pour tout le monde. Puis il est là, il veille. C'est dans Psaume 121, quand on dit que Dieu ne sommeille ni ne dort, puis il est là, et il veille. C'est un Seigneur qui veille sur ses enfants. C'est exactement ça. Puis c'est ce que j'ai aimé au travers de devenir maman ces 7 derniers mois, c'est d'en apprendre encore plus sur qui est Dieu. Puis c'est ça, pour moi, ça a été comme une révélation supplémentaire, juste de... Mes moments avec Dieu ont changé. Ouais, j'imagine. Quand t'es fatiguée, t'as pas dormi la nuit, tu te réveilles 3-4 fois pour allaiter. Ton bébé a besoin de toi. Quand il dort, tu veux dormir aussi. Fait que t'apprends à réorganiser ta vie aussi en ce sens-là. Mais Dieu, à différents moments, c'est comme s'il s'est révélé à moi. Puis juste dire, non, moi, ça a été ma plus grande révélation, je pense, dans ma maternité. C'est Dieu veille sur nous, mais d'une manière que j'avais encore jamais réalisée, bien que je le savais. Mais là, c'est comme si j'avais une image supplémentaire. Merci Mylène, on est vraiment contente d'avoir entendu la suite de l'histoire. Bon, il y avait quand même pas mal de rebondissements. On ne retiendra pas que tu as eu des contractions pendant 2 mois. Et puis, encore une fois, ton bébé est juste merveilleux. Et Dieu est merveilleux. Puis tu as raison, il veille sur nous. Et peut-être vous avez suivi aussi toute l'histoire de Mylène et vous attendez encore votre miracle. Et on veut s'unir un instant avec vous et on veut appeler la vie pour vous. Et on croit aussi pour ce miracle. Dieu ne l'a pas fait que pour Mylène, mais il veut le faire aussi pour vous. Puis il y a eu tellement de témoignages de naissance, de grossesse miraculeuse. Alors on va prier juste un instant. Et si c'est ton cas, tu peux mettre la main sur ton ventre et ensemble, on va prier. Seigneur, on te demande de venir toucher le cœur, le corps, les entrailles de ces femmes. Et nous appelons la vie, Seigneur. Nous appelons la vie. Nous appelons cette vie que tu as créée
créé cette vie, Seigneur, dont tu es l'auteur. Nous prions, Seigneur, oui, pour des grossesses miraculeuses. Nous prions pour des grossesses miraculeuses là où il y a eu des diagnostics d'infertilité, là où les médecins ont dit que c'était impossible, là où il y a des attentes depuis des années et des années. Seigneur, nous croyons pour l'impossible. Tu es le Dieu des miracles. Ce que tu as fait pour Mylène au bout de 10 ans, Seigneur, tu veux encore le faire pour d'autres femmes. Le miracle de Mylène est le témoignage de ta bonté, le témoignage de ta fidélité et de ton miraculeux. Alors Seigneur, ensemble, nous appelons le miracle dans le corps de ces femmes. Nous appelons des grossesses miraculeuses. Nous appelons, oui, des grossesses miraculeuses pour ta gloire, Seigneur. Merci car tu es ce Dieu de la vie et nous croyons que tu vas le faire d'une façon surnaturelle. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On y croit avec vous et on a déjà reçu plusieurs témoignages de femmes qui ont pu expérimenter des grossesses miraculeuses. Alors, quand vous aurez votre test de grossesse, votre bébé dans vos bras, témoignez. Et même celles, Annabelle, qui sont en cours de grossesse et qui vivent des complications ou des choses comme ça, on croit vraiment par la puissance de Dieu que cette grossesse ira à son terme. Oui, à son terme, la bénédiction de Dieu qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Alors, merci Mylène, encore une fois. Pour les 10 ans, tu reviens, on aura raconté les 10 premières années. On te suit, hein, maintenant c'est comme ça. Donc vous les filles, on se retrouve mercredi dans un prochain épisode de La Table avec Annabelle. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à vous tous qui êtes déjà devenus partenaires mensuels de EMCI. Et vous savez, il y a des personnes qui ont eu leur vie transformée au cours de la dernière année, dont Sydney de France, qui a été baptisé du Saint-Esprit à travers une des émissions et qui a vu aussi sa famille être transformée alors qu'ils étaient passés par des moments extrêmement difficiles. Et je crois qu'il y a plusieurs Sydney encore dans la francophonie qui ont besoin d'entendre l'évangile, qui ont besoin d'entendre ce message de restauration des familles. Et alors qu'on peut enseigner et partager la parole, eh bien ce sont des familles entières qui sont restaurées, des enfants qui sont sauvés, qui sont guéris, des couples qui sont restaurés. Et je vous encourage à faire partie des 20 000 partenaires mensuels afin de pouvoir contribuer à ce réveil, mais aussi à cette restauration dans les familles, parce que nous savons que les familles sont extrêmement combattues par l'ennemi dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Et nous croyons que la parole de Dieu a la puissance de pouvoir restaurer un couple, a la puissance de pouvoir restaurer aussi une famille. Alors merci à vous tous de participer à cette grande mission en rejoignant les 20 000 partenaires mensuels de EMCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.